Je t'en prie, Stéphane. Je te laisse la parole. Le son, c'est bon. Merci. Bonjour, je suis très très heureux d'être parmi vous pour ce second webinaire, investisseur Opium. Et le succès rencontré par ces webinaires semble, comme le disait Solène, se confirmer, hein, parce que nous avons eu 500 inscriptions, soit plus de 100 personnes de plus qu'en avril. Alors moi, je lis ça comme une confirmation de l'engouement du projet Opium et ça me fait particulièrement plaisir. Alors aujourd'hui, c'est un peu l'heure du premier bilan d'étape et d'une projection vers 2025. Nous allons voir aujourd'hui ensemble, hein, où nous en sommes sur le plan de marche présenté en avril. Et j'ai souhaité aussi revenir sur quelques réussites complémentaires qui sont assez importantes, que nous avons pu engranger. Et nous pourrons ensuite nous projeter sur 2025. Et comme l'a dit Solène, nous aurons une séance de questions-réponses à l'issue, comme ça vous pourrez poser toutes les questions que vous souhaiterez. Alors, promesse tenue, tout d'abord, un choix de photos. Un choix de photos pour illustrer ce chapitre promesse tenue qui est pas du tout un choix anodin. Il s'agit ici de la pile à combustible de 100 kW. C'est le cœur de nos stratégies, je vais un peu le détailler, et dans une version allégée. En avril, elle n'était vraiment qu'un jumeau numérique, cette pile, et nous avons désormais la conviction que cette pile aura un brillant avenir et nous l'avons entre les mains et on va en parler, à partir de maintenant. Alors revenons en avril 2024, si vous voulez bien, avec cette projection. Je vous avais présenté ce plan de développement exactement, donc c'est le slide qu'on avait présenté, avec un objectif clair en vue, commercialisé en 2025, nos solutions de piles à combustible 100 et 200 kW. Nous avions à l'époque déjà lancé les commandes pour l'ensemble des pièces prévues et on avait 3 phases finalement, des essais sur banc du système 100 kW, du système complet, donc piloté par le contrôle commande Opium propriétaire, et ensuite intégrer ce système dans notre démonstrateur, donc la Machina Alpha 0, pour le tester en conditions réelles, c'est-à-dire avec les vibrations, les chocs, les températures, l'humidité, donc dans un vrai parcours routier sur piste. Donc ça, c'était prévu à l'automne 2024. Et par ailleurs, on souhaitait concrétiser notre capacité industrielle à travers la prise de locaux. Voilà. Donc quelques mois plus tard, vous avez pu le voir, hein, pour ceux qui nous ont suivis attentivement, et ils sont nombreux, je suis assez fier de vous dire que nous avons tenu tous nos engagements. Donc tout le monde ne misait pas forcément là-dessus en début d'année. Nous étions convaincus. Mais bon, tout ça a été rendu possible vraiment grâce à l'expertise, le savoir-faire des équipes. Et je veux à cette occasion vraiment les remercier et saluer leur travail qui a été absolument exceptionnel et sans lequel, bien entendu, rien de tout cela ne serait jamais arrivé. Alors, si on reprend les réalisations, commençons par l'implantation industrielle. Depuis juin, en fait, nous avons pris possession d'un nouveau site, donc 1000 m², dans l'Est lyonnais, dans un emplacement assez stratégique puisqu'il est à proximité de Lyon-Saint-Ex et de la gare TGV. Ce site a permis de réunir toutes les équipes, aussi bien de R&D, d'essais, de production, en un seul lieu et même lieu. Alors le but, c'est pas de mutualiser les bâtiments, hein, c'est bien que chaque besoin client exprimé, chaque évolution de conception impliquée, soit immédiatement partagée avec l'ensemble des équipes, du commercial jusqu'à la fabrication. Alors nous avons été accompagnés par Only Lyon dans cette recherche. Il faut le signaler parce que nous, compte tenu de notre situation encore fragile, sans leur soutien, nous n'aurions probablement pas pu emménager dans des locaux aussi magnifiques. Donc, je tiens vraiment à les remercier pour leur aide. Alors, dans ce bâtiment, nous avons installé des bancs d'essai puisqu'ils sont arrivés il n'y a pas très longtemps. Et les bancs d'essai, ça a quand même été pour la semaine du 15 au 19 juillet. Une étape cruciale, importante et un peu spéciale qui restera dans les mémoires chez Opium. Alors, la semaine précédente, le 11 juillet, nous étions au tribunal de commerce de Paris, hein, qui prolongeait à titre exceptionnel la période d'observation. Et pendant toute la semaine suivante, nous avons préparé les essais de puissance
avec un peu de fébrilité, il faut le préciser, et surtout beaucoup de passion et d'envie. Alors, je pense que l'excitation que nous avions, moi, elle m'a fait penser à ce qu'on peut vivre, enfin, ce qu'a pu vivre, en tout cas raconter certains pilotes d'essais d'avion qui s'alignaient pour la première fois sur une piste pour faire décoller un avion, qui font leur dernière vérification, qui mettent plein gaz. L'avion n'a jamais volé. Alors, ils l'ont fait de nombreuses fois sur simulateur, mais bon, la vraie vie, c'est pas tout à fait la même chose. Et nous aussi, c'était exactement la même chose. Nous avions fait de très nombreuses fois des essais sur le jumelot numérique et nous étions assez confiants. Alors, c'est quand même un moment un peu particulier quand on branche l'ensemble du banc d'essai sur le stack et que l'on met plein gaz. Et donc, la puissance est montée jusqu'à 105 kW. Nous savions qu'on serait un peu au-dessus de 100, mais 105, c'était plutôt la valeur haute de notre estimation, d'où notre satisfaction. Avec un objet de 30 kg, y compris les plaques terminales, les systèmes de serrage. Donc 30 kg pour 105 kW, ce jour-là, ce soir-là, on a fêté notre entrée dans le club fermé des piles à combustible de très haute performance. Alors 130 kg, c'est léger. Alors, c'est à peu près 20% plus léger que ce que l'on connaît de la concurrence, hein, des autres piles que du marché. Mais nos ingénieurs avaient une version encore plus légère dans leur carton avec des plaques terminales plus travaillées. Donc c'est ce que l'on voit à droite. Donc à gauche, vous avez le stack 100 kW standard, enfin l'ancien standard, et à droite, le stack 100 kW allégé qui est notre nouveau standard. Voilà. Alors on l'avait testé en amont sur les journaux numériques. Donc ce stack plus léger, nous l'avons assemblé, testé et mis sur le banc durant l'été, et nous avons passé des tests début septembre. Alors avec des résultats strictement identiques à ceux de la pile testée en juillet, donc on voit à gauche. Sauf que des résultats strictement identiques, c'est tout simplement une belle victoire, parce que moins de 25 kg, plus de 100 kW, là pour le coup c'est assez exceptionnel. Et nous avons décidé à ce moment-là que ce serait cette pile allégée qui devenait finalement notre nouveau standard, notre version commerciale, qui serait testée en conditions réelles sur piste et qui du coup serait intégrée dans le démonstrateur. Alors, au-delà de la réduction de la masse, hein, ce qui est important, ce qui est fondamental dans cette première évolution, c'est la démarche d'ingénierie qui a permis ce résultat. En réalité, c'est au-delà de la démarche d'ingénierie, même peut-être une culture d'entreprise. La démarche, c'est simplifions, intégrons des fonctions, au sens rassemblons des fonctions qui relèvent de plusieurs compétences techniques. Et ça va se poursuivre avec le système complet, avec une vertu qui est que plus le système est simple, moins il y a de pièces, plus il est fiable, plus il est performant, et moins il est coûteux. Alors, cette pile à combustible donc ultra légère, puisque c'est la version légère que nous avons intégrée dans le système, qui a été intégrée donc, dans le capot moteur de la Machina. Alors, l'ensemble a été initialement testé en dehors de la voiture, pour ensuite être intégré sous le capot. Le système a été implanté donc, dans le prototype roulant et testé au début à l'arrêt. Alors là aussi, c'est un moment assez particulier lorsqu'on appuie sur le bouton Start et que tout s'allume. Et tout se passe bien, c'est un peu magique aussi, je vous le cale pas. Voilà, c'est vraiment un moment assez intéressant. Oui, c'est dans une voiture. Alors, pas n'importe quelle voiture, hein, elle est magnifique, c'est la Machina, designée par Félix Godard. Mais non, nous ne relançons pas le développement de la Machina, comme j'ai pu le lire dans certains articles. Voilà. Ce qui est important dans ces photos, c'est ce qu'il y a sous le capot. Alors en fait, le capot n'y est même plus, hein, donc c'est justement pour ça qu'il a été retiré. Donc les essais ont été faits avec et sans capot, bien sûr, en fonction des sollicitations et des contraintes qu'on voulait tester. Mais c'est ce qui est important, c'est ce qu'on voit sous le capot de la voiture. Alors ces essais sur route, on a déjà diffusé un premier teasing il y a quelques semaines. On va diffuser des vidéos. On a du montage à faire. Pour ces essais sur route, on a réalisé en réalité des profils de mission très typés camion. Le but, hein, l'objectif, c'est bien le transport lourd. Donc, on a poussé le système dans ses derniers retranchements, y compris en termes de vitesse. Alors, avec des vitesses hein, qui ne sont pas tout à fait autorisées sur route ouverte, mais qui nous ont permis de tester des niveaux de vibration, d'accélération, de température qui sont très élevés et qui sont très cohérentes avec des profils de type camion. Alors, ça, c'était nos belles réussites, finalement, nos promesses tenues, dans les délais prévus, peut-être même un peu en avance sur les essais sur route, sur le planning.
Et il y a eu quelques autres réussites, hein, que je souhaiterais partager avec vous. Alors, une grande satisfaction, on en a parlé, c'est le renouvellement le 11 juillet, donc avant les essais sur banc, de la période d'observation de redressement judiciaire. Alors, c'est un renouvellement qui est qualifié de exceptionnel, hein, puisqu'il n'est pas acquis, pour une troisième période qui s'achèvera le 19 janvier 2025. Alors, évidemment, c'était indispensable, hein, pour poursuivre les essais et montrer la performance de la pile. Alors, pour la petite histoire, l'équipe qui était à l'époque en train de préparer les essais sur banc m'avait dit, de toute façon, même si le tribunal ne prolonge pas, nous, on fait les essais, on va jusqu'au bout. Voilà, donc il n'y a pas eu besoin d'aller jusque-là. Voilà. Et par ailleurs, nous avons été retenus par BPI France, hein, et France Industrie, donc en octobre, donc c'est très récent, pour entrer dans le classement des startups deep tech françaises, dédiées à la décarbonation. Voilà, donc c'est pour nous une vraie reconnaissance, et ça met vraiment en lumière les efforts qu'on a engagés pour relever les nouveaux défis industriels en France. Une autre grande satisfaction a été notre rencontre, je dis plus notre rencontre avec K-Challenge. Donc, K-Challenge, c'est une sport tech, alors je crois que c'est la première sport tech au monde, qui rassemble à la fois des sportifs, des ingénieurs, des techniciens et des experts pour remporter tout simplement les plus grandes compétitions de voile internationales, et y compris le trophée le plus ancien et probablement le plus prestigieux, l'America's Cup. Alors, c'est notre premier partenariat dans le domaine de la compétition, et il conduira à installer notre système 200 kW, donc en version 160 kW marine, dans un bateau dès 2025, donc très rapidement. Alors, bien entendu, il s'agit des bateaux d'accompagnement, hein, ce n'est pas les voiliers dont on parle là. Donc, c'est le bateau que vous avez en photo, un exemple de ce qui pourrait être le bateau d'accompagnement. On partage vraiment un ADN commun avec K-Challenge en termes d'innovation, de performance et de volonté de décarboner. Et au-delà de la rencontre, c'est au quotidien un vrai bonheur de travailler avec les équipes de K-Challenge. Alors, il ne faut pas s'y tromper non plus, hein, c'est une vraie reconnaissance de notre compacité, de notre légèreté, de la robustesse du système. Et ça permet de nous projeter avec K-Challenge sur le développement d'une plateforme de solutions pour les bateaux de moins de 30 mètres, euh, qui représente réellement un grand marché des piles à combustible dans les toutes prochaines années. Et on va en reparler, parce que justement, ce partenariat, c'est l'occasion aussi d'évoquer avec vous nos marchés futurs, le futur de la société pour 2025, à travers les marchés qu'on va adresser et nos atouts pour les conquérir. Alors tout d'abord, revenons sur notre ambition. Elle est bien de devenir l'acteur de référence pour la décarbonation du transport lourd à horizon 2028-2030. Alors décarboner les transports, ça passe par l'électrification. Donc la décarbonation des voitures légères, des voitures en particulier. Donc c'est fait par l'électrification à batterie, qui a permis au VE, à la voiture électrique, hein, de passer d'un marché de niche à masse en une décennie environ. La décarbonation à batterie pour les transports lourds n'est pas possible, principalement à cause des masses des batteries qu'il faudra embarquer et du temps de recharge, qui sont trop longs compte tenu des usages et des missions qui sont à remplir. Donc pour décarboner les transports, nous pouvons le faire, les transports lourds, nous pouvons le faire avec l'électrification à pile à combustible hydrogène. Notre volonté, c'est de faire passer de niche à masse les véhicules lourds décarbonés, comme ça a été le cas pour les véhicules électriques à batterie. Donc notre concurrent unique, hein, c'est vraiment la solution actuelle, le moteur diesel, qui n'a pas d'alternative décarbonée à ce jour. Alors, je vous ai donné notre vision 2028-2030, donc notre cible, le marché des transports lourds. Alors, il faut savoir que ça représente environ 4 millions de camions vendus dans le monde chaque année, si on parle que des camions. Donc, c'est un marché de masse et qui est très exigeant, en particulier en termes de coût de la solution. Et même si nous avons, dès la conception, intégré le coût de la solution dans notre conception, pour obtenir un coût de solution compétitif avec le diesel pour les transports lourds, en 2025, nous ne serons pas encore à ce niveau-là. Donc il existe d'autres marchés, donc des marchés de niche,
avec des volumes de vente plus faibles et durablement plus faibles, donc ils ne deviendront pas des marchés de masse, mais pour lequel la part de la solution de motorisation dans le coût de l'objet final est plus faible que pour un véhicule de type camion, aussi bien en coût d'achat qu'en coût d'exploitation. Donc il s'agit du marché du naval, pour la propulsion des petits bateaux, moins de 30 mètres. C'est le cas du Chase Boat de Cat Challenge, dont on a parlé à l'instant, ou de l'aéronautique légère. Donc, par exemple, les avions à hélice de petite moyenne taille, qui représentent un marché mondial de quelques milliers par an. Donc, on n'est pas à la même échelle que le transport lourd. Alors, il y a un autre marché qui est non négligeable et qui ne figure pas sur le slide, qu'on appelle le stationnaire. Le stationnaire, c'est la production d'électricité pour d'autres besoins que de la propulsion, et qui peut concerner des applications au sol comme des applications à bord de bateaux, par exemple. Donc, pour prendre l'exemple des bateaux, les bateaux de croisière, par exemple, lorsqu'ils sont à l'arrêt à quai, donc ce sont d'énormes bateaux, on n'envisage pas du tout la propulsion par pile à combustible. En revanche, à quai, ils ne peuvent pas utiliser leur système de propulsion diesel, en l'occurrence, enfin, même fuel, très polluant, pour produire l'électricité et l'eau chaude sanitaire. Donc, un système de pile à combustible embarqué à bord du bateau, et fonctionnant lorsqu'ils sont à quai, leur permettrait donc de produire cette électricité et cette eau chaude sanitaire de manière décarbonée, et leur permettrait tout simplement d'être à quai, alors que sans cela, ils ne seraient probablement pas acceptés dans les ports. Alors, Opium a entre les mains toutes les clés en fait, pour adresser ces marchés. Alors, dès 2025 pour les marchés de niche et à horizon 2028-2030 pour le transport de masse. Alors, les 4 piliers sur lesquels on s'appuie, donc le premier ne va pas vous étonner, c'est la légèreté et la compacité. C'est un verrou qu'il faut lever, il faut rentrer dans des compartiments moteurs existants avec des puissances au moins égales. Il faut être léger et compact pour aller sur un avion, ça c'est pas une surprise. Et c'est la même chose pour un bateau. Donc, notre solution aujourd'hui, elle est 30% plus compacte, 20% plus légère que les autres solutions du marché, et peut-être même un peu plus que 20% plus légère désormais. Et cette légèreté, cette compacité sont vraiment notre marque de fabrique, et on va continuer à travailler sur ce sujet. Et je vais vous détailler les 3 autres piliers de la marque Opium sur lesquels nous pouvons nous appuyer pour adresser ces marchés, donc le prix, la modularité et la fiabilité. Alors, comme j'ai évoqué, il y a des marchés de niche pour lesquels la part de la solution motorisation, finalement, dans le coût de l'objet final est plus faible. Donc, ils sont plus tolérants, finalement, à un prix du kilowatt de la solution. Donc, c'est principalement le naval et l'aérien. Alors, ils ont d'autres exigences qui sont fortes, qui sont la légèreté et la compacité, ça tombe bien, mais aussi la robustesse, la fiabilité et la modularité. Donc, ce sont des atouts d'Opium sur lesquels il faudra s'appuyer pour les adresser dès 2025. Alors, pour le développement des systèmes piles, pour ces marchés de niche, pour que ces développements en fait, soient un levier de décroissance du prix pour notre objectif 2028-2030, il faut que ce qui conditionne le prix soit commun pour toutes les solutions. Alors, 50% du coût environ est porté par la pile elle-même, donc le stack dont on a vu, le stack 100 kW. Donc, on a choisi très très tôt de développer un système qui est assez modulaire, assez adaptable aux différents marchés et qui répond à toutes les exigences, y compris réglementaires. Donc, le système doit répondre à toutes ces exigences en s'appuyant sur une seule et unique pile de 100 kW qui répondent à toutes ces exigences. Donc, l'amélioration permanente de la pile, la décroissance du prix par l'augmentation des volumes, la simplification de la technologie sur la pile, que nous obtiendrons en commercialisant nos solutions sur les marchés de niche dès 2025, en fait, seront autant de petits pas que nous allons apporter pour la solution finale décarbonée des transports lourds en 2028-2030. Pour cela, nous pouvons nous appuyer sur une caractéristique clé du système global, qui est la modularité. Donc, nos systèmes piles peuvent comporter un ou deux stacks, donc une ou deux piles de 100 kW, ce qui couvre la majorité des besoins clients en proposant une puissance à la fois adaptée et sans augmenter de manière inutile le coût. Le choix de 2 piles en tandem côte-côte, comme on le voit sur le slide au centre, a été fait pour être compatible des applications qui demandent une faible épaisseur.
Donc, par exemple, des systèmes pour les bus de ville. Donc, à droite, vous avez une modélisation d'un car, en l'occurrence, là, c'est un car, sur le toit duquel on a installé le système pile. Donc, ça demande forcément une faible épaisseur. Les autres modules, qui sont finalement l'électronique, l'électronique de puissance, hein, l'ordinateur de contrôle, le soft, et tous les systèmes air, hydrogène, refroidissement, peuvent alors se positionner, comme on le voit sur le toit du car, tout autour de la pile et minimiser la hauteur. Ou alors ils peuvent se positionner les uns sur les autres, ou même de manière hybride, selon qu'on veut s'installer dans un compartiment moteur de camion ou dans un compartiment de bateau. Alors, le troisième pilier, c'est la durabilité à coût maîtrisé. Donc, la fiabilité et la durabilité à coût maîtrisé. Pour atteindre des durées de vie à performance comparables avec des solutions diesel existantes, aujourd'hui, avec les piles à combustible, il est indispensable d'utiliser des technologies, des matériaux extrêmement coûteux. Par exemple, le platine. Alors que si nous restons à des durées de vie inférieures, le coût est très largement inférieur. Donc en fait, il arrive un moment où une petite augmentation de la durée de vie, de la durabilité, implique une très forte augmentation, ce que j'ai essayé de représenter sur cette courbe, une très forte augmentation du coût. Donc il ne faut pas atteindre ce mur, il faut rester avant ce mur. Et donc on a fait un choix important dès le début sur 3 volets. Donc développer une pile de 100 kW standard, comme je vous l'expliquais, standard pour tous les marchés, et qui est compatible avec les réglementations de tous les marchés, avec des performances élevées, une durabilité connue qui n'est pas celle de la durabilité attendue pour l'ensemble des cycles de vie de l'ensemble des applications, mais plutôt peut-être la moitié. Voilà. Ça nous permet, en restant avant la croissance du coût, d'avoir un coût vraiment maîtrisé et un produit standard. Et ensuite, on a développé des modélisations de l'état de santé de la pile sur la base de grandeur qu'on peut mesurer en temps réel pendant la durée de vie. Et le système que l'on a développé permet très simplement d'ouvrir le compartiment des piles et de remplacer, par exemple, à mi-vie ces piles si le besoin s'en fait sentir. Donc avec cette démarche, on bénéficie de toutes les baisses de coûts sur nos piles à combustible qui sont standards, et même avec un changement à mi-vie qui est facilité, qui est prévu, qui est intégré dans le développement du système, le coût de la solution globale est très très inférieur à une solution où on aurait cherché par la techno à avoir la durée de vie et la durabilité totale. Alors, avec ces piliers forts de la marque Opium, clairement en 2025, notre ambition, c'est d'enclencher la commercialisation de nos systèmes piles en adressant principalement les marchés de niche que j'ai évoqués. Alors, le projet Catch Challenge est un bon tremplin pour cette commercialisation, puisque dans le domaine naval, ce sera finalement peut-être le premier système complet de 100 kW commercial d'Opium installé chez un client. Alors qui est surtout un partenaire, mais il nous permettra de participer au développement d'une plateforme hydrogène et il lèvera des verrous pour l'ensemble de la filière hydrogène. Il nous permettra probablement d'accéder à ce marché plus facilement. Et dès le mois d'octobre, on a participé à des salons, donc principalement Montbéliard et Hambourg. Là, c'est une photo que vous voyez, c'est le salon de Hambourg, pour présenter nos solutions. Alors, vous voyez, si vous regardez bien sur la photo, en premier plan, la maquette 200 kW type transport lourd, et sur la gauche, sur la banque, un stack de 15 kW, un stack d'essai. Et nous avons reçu de nombreuses sollicitations de la part de clients potentiels pendant ces salons, et les équipes commerciales sont déjà à pied d'œuvre. Nous avons aussi reçu de nombreux fournisseurs qui sont venus nous voir pour proposer des composants ou des systèmes ou des fonctions intégrées et qui se révèlent être parfaitement adaptés à nos besoins en réalité, ce qui nous conforte déjà dans nos choix de conception et ce qui va nous permettre d'avancer probablement plus vite vers l'optimisation de nos systèmes. Alors, bien entendu, notre année 2025, elle est conditionnée finalement à l'obtention d'un financement durable. Donc, le contrat de financement Atlas, que vous connaissez, qui avait pour objet de financer la période d'observation, qui se poursuit comme prévu, et il se poursuivra jusqu'à la fin de la période, enfin pour financer jusqu'à la fin de la période en janvier. La fin de la période d'observation est prévue aujourd'hui le 19 janvier. Et nous proposerons donc en décembre un plan de continuation. Alors, pour que ce plan soit adopté
par le tribunal de commerce en janvier. Il faut bien entendu apporter les preuves d'un financement durable et solide. C'est pour cela que nous poursuivons très activement tous les échanges avec aussi bien des industriels que des fonds d'investissement pour nous accompagner de manière durable sur l'ensemble des années à venir. Donc, vous l'aurez compris, notre ambition n'a pas changé. Nous voulons devenir l'acteur de référence pour la décarbonation du transport lourd à horizon 2028-2030 en proposant des solutions de motorisation à pile à combustible hydrogène. Nous avons, en revanche, désormais apporté la démonstration de la pertinence, de la performance de nos technologies et de sa maturité. Je vous remercie beaucoup pour votre attention. Et on peut peut-être passer à une séance de questions-réponses avec une question qui a été beaucoup posée. Donc, j'anticipe sur l'éventuelle question que tu pourrais poser, Solène. Notre site internet est en panne. Alors voilà, j'en profite pour... oui, on a effectivement un problème technique depuis quelques jours qui semble sur le point d'être résolu. Alors, vraiment, je vous prie de nous excuser pour ce désagrément. Logiquement, ça devrait être résolu d'ici la fin de la semaine. Parfait. Alors, j'espère que vous m'entendez bien. On a reçu d'autres questions, pas mal de questions, notamment aussi concernant ce fameux partenaire ou actionnaire de référence, et savoir si vous aviez déjà reçu des offres. Alors oui, nous avons reçu des offres. Mais nous souhaitons continuer à construire la Opium avec des actionnaires de référence, si possible, européens et français. Donc, nous souhaitons vraiment que voilà, ce projet de French Tech, qui a d'ailleurs été estampillé French Tech, reste français. Donc, on a toujours fait le maximum avec nos fournisseurs pour que les fournisseurs soient européens le plus possible. Donc, c'est une vraie volonté de notre entreprise. On s'installe en région lyonnaise. Donc, nous avons à ce stade reçu plusieurs offres. Aucune n'est européenne aujourd'hui. Donc, si on n'a pas le choix, on ira jusqu'au bout des offres qui sont aujourd'hui à l'étude. Mais d'ici là, nous voulons vraiment faire le maximum pour continuer à discuter et continuer à échanger pour obtenir une offre européenne. Voilà. Et française si possible. On a également des questions dans le chat. Alors effectivement, notamment d'un participant étranger qui demandait si on allait faire des communications en anglais afin justement d'élargir et de pouvoir intéresser d'autres personnes étrangères. Alors, il a tout à fait raison. C'est pas parce qu'on est français qu'on va se limiter au marché français. Oui, on va ouvrir notre communication de manière à ce qu'elle soit. On a déjà commencé à ce qu'il soit bilingue, à minima française-anglais. Je reprends encore dans le chat, puisque dans les questions-réponses, est-ce que le site de Montlhéry a vocation à perdurer? Alors, non. Donc, le site de Montlhéry était exceptionnel parce qu'il nous permettait d'avoir une piste pour tester la pile à combustible donc, sur notre démonstrateur, la Machina. On aurait probablement eu du mal à le faire sur d'autres sites. Donc, on remercie nos amis de l'UTAC pour ce site exceptionnel qui nous a permis de faire ces démonstrations. Mais l'ensemble des équipements qui étaient sur le site sont soit déjà à Lyon, soit sur le point de partir à Lyon. Et donc, le site de Montlhéry n'a pas pour vocation à rester en 2025. Parfait. Autre question déjà sur le prix de la pile à combustible. Combien sera-t-elle vendue, votre 100 kW, 200 kW, 400 kW? Alors, c'est une très très bonne question, mais pour l'instant, on ne communique pas à ce stade le prix et on en discute avec les clients potentiels qui nous envoient des RFI. On a également une question pour savoir si vous envisagiez d'accorder des licences pour donner la possibilité à d'autres acteurs de fabriquer votre pile à combustible et ainsi toucher des royalties. Alors, oui, alors pour toucher des royalties ou pour en tout cas négocier, alors oui, pour les marchés export hors Europe en réalité. Les marchés hors Europe sont assez difficiles, donc si on pense aux US ou à l'Asie, sont assez difficiles d'accès. Donc on est tout à fait ouvert pour négocier donc, avec des partenaires locaux des licences pour la fabrication des systèmes, donc potentiellement sur place.
et commercialiser finalement ces technologies avec un partenaire local dans ces marchés qui sont sinon assez difficiles d'accès. Des questions également sur la suite. Si vous ne trouvez pas de nouveaux partenaires financiers, êtes-vous en mesure de démarrer la production des piles et pour espérer une commercialisation début 2025? Alors, le contrat de financement aujourd'hui qui existe, hein, qui est acté avec le partenaire Atlas, va jusqu'à fin janvier 2025. Donc, en réalité, il était construit pour durer sur l'ensemble de la période d'observation. Donc, ça nous permet de financer tous nos développements jusqu'à cette date, y compris les développements du 200 kW dont j'ai parlé pour notre application maritime Catch Challenge. En parallèle de nos recherches d'investisseurs, nous étudions d'autres types de financement qui pourraient prendre éventuellement le relais si nécessaire. Mais donc, sans cela, non, effectivement, notre financement aujourd'hui est assuré que jusqu'à fin de janvier 2025. Et vous parliez d'autres modes de financement. Donc, est-ce qu'une augmentation de capital est envisageable? On a des questions là-dessus. Alors, ça fait partie des pistes étudiées. C'est tout à fait envisagé. Au-delà d'envisageable, c'est envisagé. Alors, ce qui est envisagé potentiellement, hein, c'est une augmentation de capital avec maintien donc, ce qu'on appelle le DPS, hein, donc c'est le droit de souscription privilégié pour que tous les actionnaires existants aient l'opportunité d'y participer. Donc, ça nous semble être la moindre des choses pour les actionnaires, donc c'est une piste envisagée. Parfait. On a beaucoup de questions. Hein. J'espère qu'on pourra répondre à tout. J'essaie de regrouper et de les croiser. Je reprends donc le site de Montlhéry. Qui pilotait la Machina, d'ailleurs, pour les essais? Alors, c'est Olivier Lombard qui pilotait la Machina pour les essais. Est-ce que le marché de la défense sera une cible possible à l'avenir aussi? Alors, oui, tout à fait. Le marché de la défense est tout à fait un marché cible et d'ailleurs quelle que soit l'application, hein, qu'elle soit aérienne, qu'elle soit terrestre, qu'elle soit maritime. On a des questions aussi sur le carnet de commandes. Comptez-vous ouvrir votre carnet de commandes prochainement? Il est déjà ouvert, hein. Et donc on a déjà des discussions avec des clients potentiels. On a eu des questions techniques aussi pour savoir combien de temps vous mettez pour assembler et installer une pile à combustible dans un véhicule de transport. Alors oui, c'est effectivement très technique. Ça dépend vraiment de l'application. Puisque comme on l'a vu tout à l'heure, hein, on a différentes configurations, aussi bien type compartiment moteur, type toiture. Donc, alors pour donner des éléments chiffrés, il faudrait avoir l'application, donc ça dépend très fortement de l'application concernée. C'est assez difficile de répondre avec un chiffre. Ouais, c'est en fait. Alors, c'est un peu la force, hein, c'est d'avoir la capacité de s'adapter à la géométrie et à la configuration avec les modules dont j'ai parlé tout à l'heure. Mais donc, c'est plutôt plus facile que si on avait quelque chose de monolithique, mais ça demande quand même de s'adapter à la configuration de lieu. Ouais. On a des questions sur les tests sur route. Peut-on connaître les résultats, la vitesse, les kilomètres parcourus, etc., etc. Alors, on va communiquer des éléments à travers des vidéos. En revanche, pour les caractéristiques techniques, pour l'instant, on les garde. Les rapports d'essai, parce que finalement c'est ça hein, qui est demandé. Donc les rapports d'essai, pour l'instant, restent confidentiels et internes. Et bien entendu, on peut les diffuser tout en partie à nos clients s'ils souhaitent des caractéristiques très détaillées. Pareil, hein, il y a des demandes sur les prévisions de vente, de marge pour 2025 et ailleurs. C'est deux éléments. Alors pour l'instant, on ne communique pas là-dessus. Donc, on a une question qui est par mail aussi, qu'on avait reçue un peu technique sur la puissance qui avait été annoncée de 8,7 kW par litre et de 6,7 kW par kilogramme. Oui. La personne disait que cela correspond au double de ce que peuvent faire les meilleures piles à combustible. Donc, est-ce une véritable révolution que vous proposez ou est-ce dû à un calcul différent réalisé pour la mesure de performance? Alors moi, j'ai pas le double hein, quand je fais mon calcul, donc je pense qu'effectivement, c'est un calcul. Alors, ces densités énergétiques de puissance, elles dépendent effectivement
beaucoup. Là, nous, c'est à l'échelle de la cellule. Voilà. Donc, si on veut comparer, il faudrait que les données des autres constructeurs soient aussi données à l'échelle de la cellule. Ce qui est intéressant après, c'est qu'à l'échelle de la pile à combustible, on communique sur des valeurs donc de 30% plus compactes, donc le volume sur l'ensemble du stack, hein, et de 20% plus léger. Et peut-être maintenant encore un peu plus léger, puisque notre version super légère a gagné encore 15%. Voilà. Et donc, les données qu'on a envoyées, c'est vraiment l'échelle de la cellule pour les spécialistes qui veulent faire la comparaison. Et beaucoup de questions sur la fin des OCA aussi, à quand la fin des OCA, ça qui est aussi un petit peu. Oui, voilà, l'enveloppe qui était initialement prévue avec le financeur Atlas n'a pas pour vocation à aller au-delà de la fin de la période d'observation, donc de fin janvier 2025. Comment BPI peut-elle aider à la recherche du partenaire de référence, voire même jouer pour partie ce rôle? Alors, je ne sais pas si je peux répondre à cette question, puisque effectivement, nous les sollicitons, mais donc je ne veux pas parler à leur place, hein. Mais c'est clair que BPI est un partenaire incontournable au niveau de l'innovation de la French Tech. Et, euh, et donc, nous avons des échanges avec eux assez régulièrement. On a encore des questions hein, ce soir et on avait reçu aussi par mail. Pour le projet, la Machina est-il totalement abandonné? Oui, oui. Alors, elle est très belle cette voiture. Oui, le projet de voiture est totalement abandonné aujourd'hui. Comme je vous l'ai exprimé, on se positionne comme un fournisseur de solutions de motorisation pour le transport lourd qui, à ce stade, n'a pas d'alternative au diesel. Donc, nous voulons décarboner les transports, qu'ils soient transport lourd ou aérien ou maritime, mais donc remplacer le moteur diesel par une solution pile à combustible. Et, donc, le projet de la Machina est abandonné. Escopium va développer des solutions de stockage embarqué de l'hydrogène pour compléter l'offre pile. Alors, à ce stade, ce n'est pas prévu. C'est un vrai métier qui n'est pas le nôtre. Nos compétences ne vont pas sur ce domaine-là. Donc, pour l'instant, non. On a d'autres questions. Bonsoir. Contrairement donc, à un marché de masse où un réseau peut être mis en place, comment un marché de niche peut-il intégrer ce qu'il faut pour alimenter la charge de la pile à combustible? Alors, une question très intéressante. Les deux marchés de niche que j'ai évoqués sont le naval et l'aérien. Et en réalité, déjà aujourd'hui, on parle des ports et des aéroports en fait, hein. Déjà aujourd'hui, il y a des infrastructures hydrogène. On ne le sait pas forcément. Et prenons l'exemple de l'aéroport, parce qu'on a beaucoup parlé de naval, hein, de maritime. Sur un aéroport, il peut y avoir d'autres objets que des objets volants. C'est-à-dire, il peut y avoir ce qu'on appelle des GPU, hein, des Ground Power Unit, hein, c'est-à-dire des systèmes de production d'électricité qui servent en général à faire démarrer les avions, donc les très gros avions. Il y a déjà des infrastructures potentielles à hydrogène avec des GPU qui aujourd'hui sont diesel pour de l'hydrogène. Donc en réalité, sur ces marchés de niche, ils sont à la fois, ils sont probablement en avance et donc déjà prêts. Une question plus générale. Qu'en est-il du réseau de distribution de l'hydrogène en France et en Europe? Et qu'en est-il de la volonté politique de développer ce mode d'énergie? Alors, je ne vais pas parler pour nos politiques à leur place. Alors, le réseau de distribution, on le voit beaucoup on l'imagine beaucoup pour l'horizon 2028-2030, justement, parce qu'en fait, on imagine les fameux corridors, autoroutes de distribution de l'hydrogène. Alors, même si les opérateurs routiers sont aussi capables, ils le font d'ailleurs aujourd'hui avec le carburant qu'ils utilisent, de mutualiser des hubs de manière à ne pas être dépendant de la fourniture de carburant, que ce soit du diesel ou de l'hydrogène, sur les routes et les autoroutes. Et justement, si on revient au cas des marchés de niche que l'on va adresser le plus rapidement, c'est en 2025. Donc on parle des aéroports et des ports, ils sont déjà, pour beaucoup, soit en cours d'équipement, soit déjà équipés. Donc le développement de ces corridors hydrogène qui est vraiment important pour le développement du transport lourd, on n'a pas une attente en 2025. Les marchés de niche
seront les premiers marchés qu'on adressera. On a une question aussi sur la bourse. Donc, une sortie de cote est-elle envisagée? Alors, à ce stade, non. Maintenant, on ne sait pas ce que demain sera fait, mais à ce stade, non. Celle-ci, on va valider. Pourriez-vous, dans un futur proche, faire une alliance avec un constructeur auto français? Alors, ça n'en fait pas beaucoup, hein. On voit très bien de qui on parle. Bah, il faut leur demander. En tout cas, un constructeur automobile, comme le marché principal cible n'est pas la voiture, euh, ça ne serait pas potentiellement pour développer l'activité et fournir de manière importante des piles à combustible hydrogène pour sa propre production. Donc, ça pourrait être pour détenir dans son écosystème un opium qui pourrait lui fournir quelques piles à combustible pour des véhicules emblématiques et qui ensuite vivrait sa vie sur d'autres marchés. Mais la voiture n'est pas le marché de masse de la pile à combustible, que ce soit à court ou à moyen terme. Je pense qu'on y avait répondu, mais il y avait une question sur la communication vidéo de l'essai de la pile sur route avec la Machina, si Oui. c'était prévu. Alors, on a pour fait la un donner. petit film teasing qui résumait un peu toutes les étapes, aussi bien donc l'intégration du stack dans le système, l'intégration du système dans le capot moteur de la Machina et ensuite les essais. Donc, on a prévu plusieurs films qui reprendront de manière un peu plus détaillée l'ensemble de ces essais, qui sont en cours de montage et on les diffusera progressivement au fur et à mesure de la sortie. Oui. Des questions sur les actionnaires de référence. Est-ce que les fabricants de camions ont montré un intérêt? Alors, il y a deux questions là. C'est vis-à-vis des actionnaires de référence ou vis-à-vis en tant que client. Euh, Là, alors, c'était dans la même question. Donc ouais, ouais. voilà. Alors, en tant que client, oui, clairement, bien sûr. Même si aujourd'hui, il faut savoir un chiffre qu'on ne connaît pas, le nombre de camions à pile à combustible hydrogène en France roulant sur la route est au nombre de 4. Donc on peut se dire à la fois qu'il y a un énorme marché potentiel et que c'est vraiment le début. Donc oui, les constructeurs de camions sont des clients potentiels et un certain nombre nous ont sollicité pour savoir ce qu'on était capable de leur proposer. Et est-ce qu'ils pourraient être des actionnaires? Oui, aussi. Là, pour le coup, c'est plus facile de répondre à cette question que un constructeur de voitures, puisque pour le coup, ça deviendrait euh, un cœur de gamme, donc d'avoir une pile à combustible pour équiper leur propre camion. Quel est le nombre de brevets sur la pile à combustible? On a une question là-dessus. Non, Effectivement, on ça n'a nous donne. pas parlé du nombre de brevets, donc alors c'est compliqué de répondre comme ça. Aujourd'hui, effectivement, on avait parlé des 14 brevets et de 10 en cours. Aujourd'hui, on ne poursuit pas les développements des brevets qui sont purement véhicules pour la Machina, parce que comme je l'ai dit, le projet Machina est abandonné. Donc, on poursuit uniquement sur les brevets piles à combustible. Et je ne veux pas dévoiler le nombre de brevets, mais tous les éléments forts euh, qu'on a évoqués ont pour vocation à être brevetés. Euh, à, à, terme, là dans notre panel, on en a une douzaine qu'on a soit en cours, soit déjà lancé. Une question sur le platine. Donc, si j'ai bien compris, le platine ne sera pas utilisé dans les piles. Est-il possible de savoir Alors, quel matériau j'ai alternatif a pas été tout à utilisé? fait dit ça. J'ai dit que notre objectif était d'en utiliser le moins possible et de ne pas enrichir donc le stack, la pile à combustible, avec des matériaux extrêmement coûteux, si c'était uniquement pour aller chercher des durabilités plus élevées. Voilà. Donc l'objectif, c'est bien de s'arrêter avant le mur, enfin avant le mur du coup. Et alors le platine, pour le coup, on étudie avec des partenaires notre possibilité de le recycler, puisque en fin de vie, après le changement du stack, on peut tout à fait recycler l'ensemble des matières nobles qui sont à l'intérieur. Et ça se recycle très bien, le platine, donc à plus de 95% apparemment.
Vous évoquez vos avantages concurrentiels actuels, mais vos concurrents, pardon, avancent aussi. Donc, avez-vous des axes d'amélioration pour votre technologie? Ah, bah, oui, oui, oui. Alors, oui, comme je l'ai expliqué, on se base sur un standard de stack hein, qui est capable de répondre à l'ensemble des marchés. Et c'est ensuite le système, finalement, qui va porter l'adaptation aux besoins clients. Donc, nous avons une roadmap, enfin, désolé pour le terme anglais, hein, mais nous avons voilà, un plan d'amélioration du stack, donc de notre pile à combustible. Et je l'ai un peu évoqué, hein, la première étape, c'était le stack le plus léger, la pile plus légère. L'objectif, c'est vraiment de faire le plus simple et de simplifier l'ensemble de ces fonctions de manière à aller vers un objet vraiment standard à un coût le plus faible. Euh, la, un des objets, enfin un des axes sur lesquels on va aussi énormément travailler, au-delà de la pure technologie, c'est avec un partenaire industriel dont le métier est, c'est vrai qu'on n'a pas évoqué forcément aujourd'hui, dont le métier est d'industrialiser, c'est-à-dire de fabriquer en grande série. Nous, c'est pas notre métier, hein, fabriquer en grande série. Donc, de travailler avec un industriel de manière à légèrement optimiser hein, la conception, de manière à ce que cet industriel puisse produire en grande série et diminuer fortement les coûts. Donc là, les plaques, par exemple, si on prend les plaques bipolaires, elles ont été dès le début dessinées de manière à ce qu'on puisse augmenter la cadence de production et donc diminuer les coûts. Et on continuera à le faire avec des partenaires industriels dont c'est vraiment le métier. Une question aussi, les grandes agglomérations sont-elles intéressées pour intégrer des piles sur leur flotte de bus? Alors oui, il y en a déjà qui l'ont fait, et en région lyonnaise, ça a déjà été le cas, par exemple. Donc oui, oui, tout à fait. Le bus est un des axes de développement qui est totalement pertinent d'ailleurs hein, pour la pile à combustible. Ouais. Pour le bus et le car longue distance de même. Question également, y aura-t-il des essais sur véhicules lourds? Est-ce que c'est envisagé? Oui. Voilà. Euh, à puissance égale 5 kW, la pile Opium est-elle plus performante que ses concurrents? Alors, Pas performante, contente, c'est pareil. ça veut dire ce qu'on entend. Alors oui, hein, oui. En tout cas, elle est alors voilà, pour une puissance donnée, elle est plus compacte et plus légère. Oui, c'est clair. Pensez-vous décrocher des subventions? Avez-vous déposé des dossiers? Alors, ça, Alors oui, oui, mais c'est-à-dire que dans la situation actuelle donc, de redressement judiciaire, donc les subventions, on parle de subventions d'État, hein, donc c'est des financements publics. Donc à ce stade, la protection qui est apportée par le redressement judiciaire, qui finalement gèle le passif jusqu'à la présentation du plan, est déjà une très forte protection apportée par l'État. Donc tant que l'on est en redressement, on n'a pas accès à ces guichets ou très difficilement. Donc l'objectif, c'est d'être prêt pour présenter des projets européens, des projets d'innovation, des projets d'industrialisation dès notre sortie de redressement judiciaire. Et donc oui, nous avons des dossiers qui sont en cours de préparation. Qui sont vos principaux concurrents de piles à combustible? Alors, moi, je dis toujours que nos concurrents, c'est le diesel. Euh, L'écosystème de la pile à combustible n'est pas si gigantesque qu'on puisse se permettre aujourd'hui de se concurrencer les uns les autres. Je pense qu'au contraire, on a vraiment une vocation à travailler ensemble dans un écosystème, l'écosystème de l'hydrogène. Au global, on a tous le même objectif qui est de décarboner. Voilà. Donc nos concurrents, ce sont les moteurs diesel et pas nos amis qui font aussi des piles à combustible. Une question également pour les applications, quid des trains? C'est vrai que je ne l'évoque pas. C'est une vraie opportunité. Alors, quid des trains? Donc là, on parle bien des trains sur des lignes qui, à ce jour, ne sont pas électrifiées et, et pour lesquelles donc l'électrification serait trop coûteuse par rapport à l'équipement finalement d'un train avec des piles à combustible, en général sur le toit ou dans une voiture, dans un wagon spécifique. Donc, on a des contacts avec des partenaires du ferroviaire aussi. C'est
c'est un marché qui n'est pas un marché de masse, hein, c'est aussi un marché qui est plutôt un marché de niche. Le système de pile à combustible est-il compatible avec tous les types d'hydrogène? Alors, non, il faut une qualité d'hydrogène. Alors, ça dépend ce qui est entendu par tous les types d'hydrogène, mais aujourd'hui, les piles à combustible demandent une qualité d'hydrogène, une pureté d'un très bon niveau. Est-ce que le contrôleur propriétaire de la pile est développé complètement en interne ou avec des partenaires, aussi pour le soft de ce contrôleur? Alors, Alors, ouais, c'est un peu technique. Alors, c'est développé totalement en interne, si on parle du soft, hein, voilà. Ça, c'est un choix fort, hein. On a une compétence en interne qui est forte sur ce sujet-là. L'objectif était de développer la totalité ce qu'on appelle le contrôle commande, hein, enfin, le contrôle commande, de manière à ce qu'il soit commun et mutualisé, aussi bien donc, dans ce qui va être à bord, que sur les bancs d'essai. Donc le contrôle commande aussi bien sur les bancs que à bord des véhicules est le même. Et par ailleurs, il était important de maîtriser vraiment ce contrôle commande parce que, comme je l'ai évoqué, une des clés de la réussite est l'identification de l'état de santé de la pile en temps réel. Et donc, il est important d'avoir la maîtrise de son contrôle commande pour pouvoir faire ce type de choses. on a des questions également. Apparemment, on m'entend pas très bien, donc je Ah, vais peut-être. on entend les réponses, j'espère. Oui, oui, je suis contente, mais ils comprennent peut-être la question. À travers la réponse. À travers la réponse. J'espère que ça ne fait pas écho. On avait pas mal de questions également sur le planning ou les projets de recrutement pour les années à venir, effectivement. Quels étaient les principaux postes que vous allez rechercher sur les années, notamment l'année prochaine? Alors, oui, c'est vrai qu'on a évoqué une croissance forte des effectifs. Alors, on va continuer à se renforcer sur l'aspect technique, hein. On doit garder notre avance technique, mais bien entendu, nous allons nous développer fortement sur la partie industrialisation, en tout cas assemblage, et sur la partie commerciale, c'est à peu près évident. On a des questions également, toujours un peu RH, mais comment faites-vous pour conserver du coup vos meilleurs atouts, donc les ingénieurs, dans ce contexte économique tendu et avec une vision financière pas plus longue que 6 mois? Et, et ben, ils sont passionnés ils vivent des moments extraordinaires. Donc, je l'ai un peu évoqué hein, quand même, hein. Voilà, quand on démarre une pile sur un banc ou quand on fait des essais des essais sur route, c'est passionnant. Il faut quand même noter que une des caractéristiques, alors c'est pas la manière de les conserver, hein, mais une des caractéristiques de toute l'équipe, c'est une résilience absolument exceptionnelle. Euh, ils ont résisté à toutes les tempêtes et ils ont toujours le sourire sur le visage avec la même passion pour continuer à avancer. Donc, je pense que c'est la passion qui les anime et ça ne s'arrêtera pas. Il y a eu pas mal de questions aussi pour savoir quel était le problème, quelle est la problématique à ce qu'un investisseur soit non européen ou non français. Que l'investisseur de référence soit finalement en dehors de l'Europe ou en dehors de la Alors France. là, on va parler de géopolitique, hein, Mm. mais il y a clairement Ou chinois, même, qui alors, aurait été abordé. c'est une bonne question juste après la première, celle d'avant. Déjà, c'est une techno qui a été développée en France, en Europe en tout cas, avec des partenaires européens. On souhaite continuer à travailler avec notre écosystème. On a créé des relations fortes avec nos fournisseurs et on n'a pas l'intention de les abandonner. Donc, un partenaire étranger pourrait être tenté de réintégrer soit la fabrication, soit la R&D, soit la production dans un pays qui est non européen. Donc, on ne le souhaite pas forcément. Et puis, donc, je rebondis sur la question d'avant. Si on veut garder nos salariés toujours aussi passionnés, peut-être que c'est important que l'investisseur soit européen. Une question aussi, est-ce que Opium va sortir des piles de 400 kilowatts et plus? Alors, aujourd'hui, le modèle que nous avons, les deux modèles que nous avons, hein, donc c'est un système 100 et un système 200, donc avec une pile, un seul stack, une seule pile pour le 100 et deux stacks en jumeaux pour le 200. Le 400 kW est parfaitement accessible en mettant deux systèmes 200 en réalité. Donc le soft control du 200 et l'ensemble des équipements,
de ce qu'on appelle le balance of plant, est vraiment adapté, y compris en termes de coût, de fonctionnement, de performance, de fiabilité pour du 200. Donc, si on veut du 400, il faut mettre deux systèmes de 200 en tandem. Et on a un soft support qui piloterait l'ensemble de ces 2 fois 200 finalement, pour faire du 400. Après, une fois qu'on a du 200 kW, on peut le dupliquer, on peut en mettre côte-côte. Alors, c'est la différence entre une pile à combustible, finalement, ça produit de l'électricité. Donc, voilà, les câbles électriques, c'est assez facile de les rassembler, contrairement à une motorisation de type combustion interne, où là, forcément, c'est un peu plus compliqué. Donc, on peut mettre côte à côte des 200 kW, autant qu'on en veut, finalement, tant qu'on a de la place. Voilà. Des questions sur la durée de vie d'une pile à combustible. Combien de temps ça dure? Alors là, on a un peu répondu tout à l'heure. Donc c'est toujours pareil, ça dépend. Contrairement à ce qu'on croit, les cas d'usage des clients sont tous très différents. Et donc, en fait, c'est le client qui va définir les objectifs de durée de vie de la pile. Nous, comme je l'ai précisé, on a une volonté de ne pas aller chercher de l'enrichissement technologique à outrance si ça conduit à un manque de fiabilité, un manque de robustesse ou un coût trop élevé. Et donc, du coup, on va se limiter à un nombre d'heures, que je ne communiquerai pas là, mais qui est globalement à peu près la moitié de ce qui est demandé pour les applications les plus lourdes du transport lourd. Voilà. Mais avec cette capacité de changer le stack. Ensuite, ce qui est important de comprendre, c'est qu'on doit vraiment tester le système dans le cas d'usage client et la durabilité va dépendre vraiment du cas d'usage, donc on peut adapter et mesurer finalement cette durabilité. Sur le cas d'usage client, ce n'est pas forcément une donnée purement théorique comme ça. Une question également sur, y aura-t-il un système de leasing sur les piles à hydrogène? Aussi, des services d'entretien tels que pour les machines d'ASML, seront-ils proposés? Alors, c'est à l'étude. Aujourd'hui, c'est un peu tôt c'est un peu tôt, mais effectivement, une fois qu'on a confiance dans la durabilité de la pile, dans sa performance, on peut envisager ce qui se fait dans d'autres marchés, hein, de mettre à disposition un temps de disponibilité d'un objet et non plus de vendre une pile à combustible. Et d'en assurer du coup la maintenance. Ça rejoint ce qui était évoqué tout à l'heure, c'est que comme on a une capacité à identifier l'état de santé de la pile à distance, ça permet d'avoir de la visibilité sur les maintenances soit préventives à faire, soit les maintenances en vie série. On a une question, comment se compare la solution hydrogène et la solution diesel pour les poids lourds d'un point de vue coût, poids, volume? Peut-être c'est quelqu'un qui a récupéré la présentation en cours de route. Alors non, c'est intéressant aussi. en termes de poids et de volume. Donc c'est une vraie question, hein, puisque il faut tout simplement, si on veut remplacer une solution diesel existante dans une configuration existante, il faut que ça rentre. Hein. Et donc tout le monde ne rentre pas. Donc notre intégration, nous, elle est basée vraiment sur un compartiment moteur de camion pour une puissance donnée. Alors, on a l'habitude de dire, si ça rentre dans un capot moteur de Makina à 200 kW, ça va rentrer dans un camion. C'est un peu vrai. Hein, voilà. Ensuite, en termes de coût, donc aujourd'hui, clairement, on n'est pas au niveau de coût compétitif avec la solution diesel actuelle pour le transport lourd. Et c'est pour cela que l'on a une trajectoire de décroissance du coût qui est identifiée et qui nous amène vers 2028-2030 avec une solution compétitive en coût d'usage client avec le diesel, qui est très bas. Hein. Le diesel est une solution extrêmement performante en termes de coût, avec beaucoup d'émissions de CO2, ça c'est certain, mais en termes de coût, c'est une solution très performante. Des questions sur votre pile à hydrogène a-t-elle intérêt pour la génération d'énergie pour l'habitat? On a eu 2-3 questions, effectivement, si ça pouvait s'adapter pour l'habitation. Alors, c'est possible. C'est possible. En revanche, ce qu'il faut regarder, c'est l'intérêt. Donc, si c'est un habitat relié à un réseau électrique, donc il y a des centrales de production d'électricité, comme c'est le cas en France métropolitaine, par exemple, ça n'a que très, très peu d'intérêt. En revanche, pour des habitats qui ne sont pas reliés à une source d'électricité décarbonée,
et qui, par exemple, pourrait bénéficier d'un ensoleillement ou d'éolien. Donc, ça pourrait être dans un système complet de production d'hydrogène par un électrolyseur et ensuite utilisation de cet hydrogène dans une pile à combustible. Donc, c'est pas dans l'habitat de France métropolitaine, mais plutôt dans des pays dans lesquels il n'y a pas de réseau électrique. Alors, en revanche, on peut aussi, si c'est pas de l'habitat, mais on peut imaginer des cas où le réseau électrique n'arrive pas de manière simple. On a des cas clients, par exemple, hein, des concerts, des grands concerts pour lesquels ils ont aujourd'hui, et c'est le cas, hein, ils ont besoin de production d'électricité de manière très locale sur le site où se passe le concert. Donc, et là, pour le coup, décarboner cette fonction-là peut être faite, même si c'est en France métropolitaine, hein, peut être faite par ce qu'on appelle du stationnaire, finalement, à hydrogène. On peut aussi imaginer, dans certains cas, des groupes de secours. Des groupes de secours qui servent peu, qui aujourd'hui, même si c'est en France métropolitaine, vont compenser la perte de réseau électrique. Donc, pour ces groupes de secours, donc, qui du coup fonctionnent lorsque le réseau électrique est tombé finalement, on peut imaginer donc un groupe électrogène en fait, qui fonctionne à hydrogène et pas au diesel. Merci. Il y a eu plusieurs questions autour de ça pour savoir pourquoi, malgré justement la bonne trajectoire, la réussite des bancs d'essai, les essais sur piste et les bonnes nouvelles annoncées, pourquoi est-ce que le cours de l'action continue de chuter? Alors, chuter est un bien grand mot. En fait, la capitalisation boursière de l'entreprise sur l'année qui vient de s'écouler a fortement augmenté tout de même. Donc ça, c'est un signe de la valeur accordée par le marché à la société. En revanche, le mode de financement que nous avons retenu, qui est le seul à notre disposition aujourd'hui, hein, donc c'est pas, qui est un mode de financement par les obligations convertibles, est dilutif. Ça, c'est certain. Il est dilutif et donc du coup, il conduit à ne pas, en tout cas à défaut de chuter, à ne pas laisser remonter le cours de l'action. Donc ce mode de financement a pour vocation à s'arrêter à la fin de la période d'observation. Voilà, bah effectivement, on a balayé pas mal de questions. On a un petit commentaire qui n'est pas une question, un commentaire, donc je le souligne, qui est D'accord. positif. Votre trajectoire stratégique est claire et pertinente. Continuez ainsi, vous êtes sur la bonne voie. Bravo aux équipes et hâte de lire votre communication sur la première vente. Très bien, bien merci. Voilà. Donc, déjà dépassé un petit peu l'heure. Je vais laisser, je vais regarder un petit peu si on a d'autres questions. Tac, tac, tac. S'il y a des petites questions qui peuvent être intéressantes. Au même titre que Resto Mode permet de convertir un véhicule ancien en électrique, est-il envisagé de convertir des véhicules diesel en hydrogène? Alors oui, c'est ce qu'on appelle le rétrofit. Donc pour un certain nombre d'objets routiers, hein, donc des camions, des bus, des cars, pour lesquels finalement il existe un moment où le moteur doit être changé, mais où la structure de l'objet, donc du car ou du camion, est encore des heures possibles devant elle. Donc le rétrofit de ces objets, bien entendu, est une solution et ça sera peut-être même probablement la première application routière qui sera faite. Voilà. Ah si, j'ai une question insistante qui me l'a été relancée. Donc, du coup, j'ai quelqu'un qui visiblement est fan du pins de Bah merci Ockham pour beaucoup. savoir où est-ce qu'on peut se le procurer. Est-ce Ah que bah, vous en avez d'autres? on va, on saura le refaire s'il le faut. S'il le faut. Et une petite question technique, puisqu'il y en a sur le site internet, effectivement, on avait répondu en tout début de session et il va être remis en ligne effectivement d'ici la fin de la semaine. Oui. Une question, donc la toute dernière, votre pile intègre-t-elle son système de refroidissement autonome? Alors, je ne sais pas exactement ce que ça veut dire. Dans une pile à combustible, il y a un système de refroidissement, hein, bien entendu. Il y a trois systèmes, un air pour l'oxygène, l'hydrogène et le système de refroidissement. Alors, je pense qu'il parle du système complet, hein, c'est-à-dire est-ce que dans la machina, il y avait des radiateurs qui faisaient partie de notre système complet. J'imagine que c'est ça. Peut-être ça, Donc, si si c'est vous la pouvez question, oui, préciser. c'était notre propre système de radiateur. D'ailleurs, je pense qu'on le verra lors des essais. Euh, donc, j'espère que c'est bien ce qu'il veut dire. Sinon, une pile à combustible, bien entendu, a un système de refroidissement qui est très important.
Et dans le cas de notre pile, ce qu'on peut préciser, mais je ne sais pas si c'était la question, c'est qu'il y a un système principal et un système auxiliaire. Donc, je ne sais pas si ça fait quelque chose d'autonome. Eh bien, du coup, merci à tous, en tout cas, d'avoir été aussi nombreux à assister à ce deuxième webinaire. Je vais laisser le mot de la fin à Stéphane. Eh bien, je vous remercie d'abord d'avoir été aussi nombreux pour assister à ce webinaire. Et donc, je vais rebondir sur la remarque qui n'était pas une question, puisque notre atout, alors j'ai évoqué les atouts techniques, mais notre atout, et on l'a évoqué un petit peu, hein, c'est l'équipe. L'équipe a fait un travail exceptionnel, fantastique, passionné, et on va continuer avec cette équipe à faire le maximum pour mener cette société au plus haut. Donc, merci beaucoup à toute l'équipe. Merci à tous. Très bonne soirée. Au revoir. Au revoir.